Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir et au cœur de l'actualité. Affaire des 118 milliards alloués au Sénégal par l'Union européenne. Le chef de l'État se prononce sur le dossier pour la première fois. Il se veut catégorique, ferme. Le Sénégal n'a reçu aucun crédit de l'UE dans le cadre de la migration irrégulière. Pour Macky Sall, c'est juste des affabulations, de mauvaises informations véhiculées et qui portent atteinte à notre pays. La preuve, l'information judiciaire qui avait été ouverte contre le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Le chef de l'État précise que ce dernier lui a adressé une correspondance à sa sortie de prison. Réponse de Boubacar Seye. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières se demande est-ce que le président est bien informé. Pour lui, c'est un dossier clos dans la mesure où il a déposé sur la table des enquêteurs ses preuves et même mieux, lui il parle de 118 milliards mais l'Union européenne parle de 200 milliards de francs CFA à propos du chef de l'État tenu à l'occasion de la visite du PM espagnol au Sénégal, du Premier ministre espagnol au Sénégal. Le Sénégal et l'Espagne qui cherchent la voie pour une migration régulière et organisée. Une nouvelle qui tombe, toute une corporation qui s'effondre. Le doyen des juges Samba Sall laisse un grand vide derrière lui, des dossiers et une robe de magistrat rangée à jamais. Pour ses amis, proches, parents et collaborateurs, ce soir, la terre de Sokone accueille un homme humble, discret, professionnel, affable qui savait traiter les justiciables avec beaucoup de douceur. Denrées de première nécessité et consommation durant le Ramadan. L'UNACOIS rassure les consommateurs. Il n'y aura pas de pénurie de produits, mieux, pas de hausse en vue. L'organisation invite les commerçants à diminuer la marge de bénéfice si nécessaire, le tout pour protéger les consommateurs. Mais pour le président de l'ASCOSEN, c'est le ministre du Commerce qui doit publier un arrêté fixant les prix des denrées alimentaires afin de réguler le marché. Ce soir, dans votre rubrique culture, allons sous l'arbre à palabre, parlons du cousinage à plaisanterie entre un Sérère, un Djola, un Toucouleur et un Sérère, un Djeng, un Fall, un Mbodj, un Tchoub, tout est permis. Moquerie, plaisanterie, propos parfois déplacés, le tout sans incident, une pratique bien de chez nous qui a son importance pour une belle vie en société. Oui, une société sénégalaise, africaine, avec ses belles traditions. Ce soir, interprétation avec Ibou Diouf et Amadouba pour vous servir. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à tous. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir que nous démarrons avec cette triste nouvelle. Le doyen des juges, El Hadji Samba Sall, a rejoint sa dernière demeure aujourd'hui. Ce soir, il dort à jamais à Sokone, à côté de sa grand-mère, laissant derrière lui des proches, des amis, des collaborateurs sous le choc et la surprise pour eux. El Hadji Samba Sall, c'est l'humaniste, c'est le pieux, c'est le discret, c'est l'affable, des qualités inconnues du grand public compte rendu. Aminata Mbaré Sow, Youssou Baro à la caméra. Des hommages à un juge qui a cristallisé les attentions de son vivant au regard des dossiers qu'il avait en charge. Samba Sall, un homme qui résonnait souvent au temple de Thémis, surtout à l'occasion du jugement de certains dossiers dits chauds. Je crois que le juge Samba Sall, c'est celui qui polarisait l'attention des journalistes, de l'opinion, de par les dossiers qu'il a eu à gérer. Et quand ceux qui l'ont côtoyé parlent du juge Sall, les anecdotes ne manquent pas. Je l'ai interpellé, je lui ai parlé de mon problème, que j'ai porté plainte à une personne au parquet. Je voudrais que vous m'aidiez pour solutionner mon problème. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a montré la méthode à prendre. Comme j'ai porté plainte, il faut laisser la justice faire son travail et suivre son cours. Et pourtant, quelqu'un que vous avez côtoyé pendant 30 ans, lorsque j'ai tourné le dos, je me suis posé la question, comment M. Samba Sall puisse me demander, pourquoi ne pas m'aider, mais me demander de laisser la justice faire son travail. Dans l'exercice de ses fonctions, son humanisme, sa discrétion et surtout la maîtrise de son art ont beaucoup marqué. Les personnes qui sortaient de son bureau, quelle que soit la décision qu'il prenait, ne lui en voulaient pas parce qu'il se disait au moins on m'a restauré ma dignité, j'ai quitté la police, j'ai quitté la gendarmerie dans des conditions, mais quand je suis venu dans le bureau de Samba Sall, je me disais que même j'allais me retrouver devant un monstre. Mais là, j'ai vu une personne humaine qui a essayé de me comprendre, qui a discuté avec moi, qui a demandé mes origines, qui m'a mis à l'aise de telle sorte que même si je suis placé sous mandat de dépôt, je ne lui en veux pas. Le Sénégal a perdu un très grand homme.
un homme de valeur, un homme de principe, un homme fiable qui est parti avec beaucoup de secrets. Je crois que ça c'est une valeur quand même vraiment capitale même chez le magistrat qui rend la justice au nom du peuple sénégalais. Samba Sall part ainsi en toute discrétion, une des qualités qu'il a toujours incarnées. Reposer en paix, condoléances du groupe Futur Média à sa famille et à la justice sénégalaise. Visite officielle du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Sénégal. Les deux pays veulent faire face à la migration irrégulière. Solution, un accord de partenariat avec comme points essentiels un renforcement des conditions de vie des Sénégalais vivant en Espagne, la programmation de vol-retour, l'organisation de départ saisonnier pour l'employabilité des jeunes en question. Compte rendu de la conférence de presse conjointe entre le Premier ministre espagnol et le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Le compte rendu est signé Modou Fall à la caméra Youssou Baro. L'immigration au cœur de la visite officielle du Premier ministre espagnol au Sénégal, les deux États ont signé des accords dans le dessein de maintenir les flux migratoires opérés dans la clandestinité. Nous avons signé aujourd'hui un mémorandum d'entente pour encourager l'immigration circulaire. L'Espagne veut impulser, ordonner les flux migratoires en suivant des canaux légaux. Il faut donc envoyer un message très clair pour lutter contre le trafic d'êtres humains et l'immigration clandestine. Une coopération qui renforce les dispositifs sécuritaires maritimes tels que le Frontex, mais également l'amélioration des conditions des Sénégalais vivant en Espagne. Avant d'aller plus loin, il importe de souligner l'importance de la communauté sénégalaise qui vit en Espagne et qui travaille dans des conditions décentes. Et notre action, c'est de consolider cela et d'organiser les départs futurs dans le cadre d'une convention qui vient d'être signée et qu'on appelle une migration circulaire. J'ai visité ce matin également le port de Dakar. J'ai rendu visite au détachement du ministère de l'Intérieur, de la Garde civile et de la police nationale. La collaboration entre le gouvernement espagnol et le gouvernement du Sénégal doit continuer de se développer. Le Sénégal envisage d'ailleurs dans sa politique d'emploi des jeunes d'organiser avec l'Espagne des départs saisonniers. Nous pouvons organiser des départs saisonniers puisque l'Espagne a des besoins d'emploi, de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre peut être organisée. J'ai déjà mis en place une task force pour sélectionner, sur la base du cahier des charges, des jeunes qui sont volontaires et candidats pour aller pour une période. Le Sénégal et l'Espagne se sont accordés pour la reprise des vols-retour des immigrés clandestins. Les deux pays ont signé plusieurs accords axés sur l'installation des entreprises espagnoles au Sénégal via la création d'une chambre de commerce espagnole. Mamadou Fall, nous restons avec ce sujet. Fonds alloués par l'Union européenne au Sénégal en lutte contre la migration régulière. Le chef de l'État est catégorique. Le Sénégal n'a reçu aucun crédit de l'UE, juste des propos malveillants tendant à ternir l'image du pays. Le président précise d'ailleurs que le responsable de l'ONG Horizon Sans Frontières lui a adressé une correspondance à sa sortie de prison. Le président Macky Sall que nous écoutons au micro de Mamadou Fall à la caméra Youssou Baro. Vous précisez qu'il n'y a aucun crédit que l'Union européenne a mis à la disposition du Sénégal sur la migration. C'est une affabulation, c'était de la mauvaise information qui a été distillée, de la diffamation contre le gouvernement du Sénégal. D'abord, le fonctionnement d'un État ne se passe pas comme on le croit parfois, malheureusement. Croyez-vous que l'Union européenne va mettre des centaines de millions d'euros à la disposition du gouvernement du Sénégal qui va dissimuler ça et qui va détourner ses ressources? C'est totalement irresponsable de raisonner comme ça. M. Sey est sorti, il a été interpellé, c'est un citoyen, d'ailleurs moi qui m'a écrit par la suite. Je pense qu'il a été trompé de bonne foi. Il ne faut pas croire qu'il y a de l'argent comme ça, des milliards qu'on donne à des gouvernements qui seraient des gouvernements corrompus. Encore une fois, nous devons nous respecter nous-mêmes si nous voulons que les autres nous respectent. On ne peut pas tenir ce type de discours devant une république et devant un gouvernement. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas et il faut qu'on arrête cette manière de parler de soi-même, de son pays et de son gouvernement.
Sur cette affaire, toujours pour Boubacar Sèye, pas question de polémiquer avec les chefs de l'État, mais il tient quand même à soulever une interrogation. Est-ce que le chef de l'État est bien informé? Pour le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, il a déposé ses preuves sur la table des enquêteurs et pense que c'est un dossier clos dans la mesure où l'Union européenne parle de 200 milliards de francs CFA investis. Nous le suivons, propos recueillis par Mamadou Fall. Concernant les fonds fiduciaires de l'Union européenne, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, je crois que je ne vais pas polémiquer sur ça, encore moins avec le président de la République. Ce dossier a été clos pour moi, je crois que c'est clair. Les enquêteurs ont reçu le document que j'ai reçu de l'Union européenne, le document que j'ai reçu de Patrice Debon. Donc dans le cadre de ces fonds fiduciaires-là, estimés à 118 milliards de francs CFA. D'ailleurs même, l'Union européenne est sortie pour parler de plus de 200 milliards. Moi, je n'ai eu que 118 milliards. Donc, je ne peux pas inventer. C'est un document que l'Union européenne m'a remis. Et même, j'ai été reçu 2 semaines après au niveau de l'Union européenne. Donc, pour parler des perspectives de solutions dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine en Afrique. Donc, sur ce point-là, je ne vais pas polémiquer. Maintenant, la question peut-être que je me pose aujourd'hui est de savoir est-ce que le président est bien informé. Je n'ai pas écrit au président de la République. Peut-être qu'il s'est trompé de personne, mais moi, Boubacar Sèye, je n'ai adressé aucun courrier au président de la République. C'était tout sur ce dossier sur l'emploi des jeunes, la migration régulière et l'Union européenne, territorialisation de l'emploi des jeunes. Ceux de Pikine réclament une discrimination positive pour mieux solutionner la problématique de l'emploi dans le département. Ils proposent même la création à Pikine d'un office départemental pour l'emploi des jeunes, une idée qui n'est pas partagée par tous les participants. Précisez que la rencontre s'est tenue à l'Arène nationale en prélude du Conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique des jeunes prévu en fin avril. Le compte rendu de cette réunion avec les jeunes est signé Nongoka Asmalik Diop. Le département de Pikine ne compte pas se rendre au conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes sans proposition. Le Forum pour le développement de Pikine anticipe déjà sur les travaux. L'idée, c'est en quelque sorte de regrouper tous les acteurs de Pikine à travers les organisations fêtières, mais également les jeunes à travers donc, le Conseil de la jeunesse et l'ODCAV de Pikine dans les communes pour faire des propositions en perspective du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Nous savons tous aujourd'hui que les jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes liés à la formation, à l'emploi, mais également à l'insertion. En matière d'emploi et d'insertion des jeunes, Pikine est un cas particulier. Dans le département, le niveau de chômage a atteint une proportion inquiétante. Pour les acteurs de développement locaux, il faut une discrimination positive. Nous en avions formé plus de 1000 et ces jeunes-là avaient déposé. C'est pourquoi même nous avions décrié quand même cette gestion de l'ADER qui, dans sa forme actuelle, bon, c'est notre avis, ne peut pas régler le problème des jeunes. À Pikine, je pense que c'est beaucoup de niches, Icotaf, toutes ces entreprises-là doivent être quand même réorganisées et revenir à Pikine parce que je pense que c'est des niches qui pourront créer beaucoup d'emplois pour Pikine. Mais tous les participants ne partagent pas toutes les propositions formulées. C'est le cas de la Fédération des acteurs pour le développement durable de Pikine. Nous ne sommes pas d'accord dans certains points, dans l'approche. Les ASC ou l'ODCAV, il n'y a pas tous les jeunes qui sont intéressés par ça. Ces institutions perdent cette vocation depuis Matizalem. On les voit, ils sont là toujours. Quand on parle des fonds, on les voit à la télé parler. Pour capter les fonds, nous, on prend une autre approche. L'approche, c'est quoi? Faire donner des fonds par groupe, ok? Faire un collectif et publiquement. Mamadou Fall Malkon soutient aussi que l'absence d'une cohérence dans la démarche aura comme résultat l'échec des initiatives en faveur de la jeunesse. Nongoka, pas de pèlerinage à la Mecque depuis 2019. C'est à cause du Covid, une situation difficilement vécue par les voyagistes privés qui ont décidé de faire le tour des foyers religieux pour un renforcement de la sensibilisation contre la pandémie afin d'espérer la tenue du prochain pèlerinage. Ils étaient à Medina Baye, Léona Niassène, Kanen, Mamadou Massombay et le vice-président de la COSAPO. Nous le suivons avec Ibrahim Djamé à la caméra Falegay.
Au début, notre objectif était juste de rencontrer ces chefs religieux dans ces foyers religieux pour recueillir leurs prières. Mais quand la pandémie est venue l'année dernière et qui nous a empêché justement d'effectuer notre pèlerinage à la Mecque, donc en 2019, vous savez que depuis 2019, il n'y a pas eu de pèlerinage à la Mecque. Alors nous nous sommes dit, aujourd'hui, quelle est la cause de notre absence pour le pèlerinage à la Mecque? C'est la Covid-19. On s'est dit, avant d'attaquer quoi que ce soit, attaquons d'abord ce volet de sensibilisation pour d'abord endiguer complètement la pandémie Covid-19 et pouvoir retrouver notre chemin vers la Mecque. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de changer un peu notre formule de sensibilisation en disant, on va aller dans les régions, rencontrer effectivement les chefs religieux, mais également sensibiliser les populations et les différents acteurs sur cette pandémie et les mesures à prendre. Et c'est pourquoi nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé. Vous avez vu la région médicale qui est là, qui nous accompagne avec les acteurs du ministère de la Santé pour cette sensibilisation-là. Parce que tant que la Covid n'est pas définitivement partie endiguée, le pèlerinage à la Mecque connaîtra des difficultés. Ibrahim Diamé de Kaolack, nous nous rendons à Ziguinchor pour toujours parler santé, de meilleures conditions de travail pour les agents de l'hôpital régional de Ziguinchor. C'est ce que réclame l'activiste Guy Marius-Sagna. Le responsable de Frappe France Dégage interpelle l'État pour de meilleures conditions d'exercice de leur profession. Guy Marius-Sagna a rencontré les membres des 5 syndicats de l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous le suivons avec Boubacar Diamé à la caméra Lamine Mandian. Il s'agit de nous mobiliser pour la libération de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il s'agit de nous mobiliser pour l'émancipation de l'hôpital régional de Ziguinchor. Libérer l'hôpital de Ziguinchor, libérer les travailleurs qui sont exploités, qui sont pressés comme du citron et qui font plus de 10 ans de stagiaires. C'est libérer les travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor, dont certains, depuis 20 ans, sont des contractuels, en violation flagrante de la loi du Code du travail. Libérer l'hôpital régional de Ziguinchor, c'est avoir suffisamment de personnel pour que les docteurs puissent avoir des volumes de travail moins volumineux, moins importants. Libérer l'hôpital régional de Ziguinchor, c'est mettre ces travailleurs dans de meilleures conditions afin que les populations de Ziguinchor, les populations de la sous-région bénéficient de soins de santé de qualité. Libérer l'hôpital régional de Ziguinchor, c'est le gouvernement, le président de la République doit mettre suffisamment de moyens ici à Ziguinchor, dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur de la santé. Une bonne santé rime avec une bonne alimentation. À quelques heures ou bien à quelques jours du jeûne, l'UNACOIS rassure les consommateurs. Pas de pénurie de denrées de première nécessité durant le mois de Ramadan. L'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal demande aux commerçants de diminuer la marge de bénéfice si nécessaire. Ses membres sont également revenus sur les défis de stockage et de transformation qui font perdre aux producteurs beaucoup d'argent, énormément d'argent. Compte rendu de la conférence de presse de l'UNACOIS, Maïmouna Ndiaye avec Abdoulaye Diallo à la caméra. Le mois béni de Ramadan, un moment de forte consommation. L'UNACOIS, après avoir rencontré le ministère du Commerce, demande aux commerçants de se concerter pour éviter toute hausse sur les denrées de première nécessité durant cette période. Il n'y aura pas de pénurie. Donc, ça veut dire que le marché est très bien approvisionné en denrées de première nécessité. Et minimum 1 mois, 15 jours, donc 45 jours de consommation en attendant l'arrivée des commandes qui ont déjà été faites. Rien n'empêche que nous, commerçants, nous diminuons même notre marge bénéficiaire sur certains produits en attendant de récupérer ça les 11 mois qui restent de l'année. L'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal propose la mise en place d'unités de stockage, des infrastructures pour la stabilité des prix. Le transport jusqu'à la consommation, souvent il y a des pertes de 30 à 40%, parce que ça pourrit. Donc c'est insensé qu'on dise qu'il y a beaucoup de production d'oignons et de pommes de terre et qu'en même temps les prix flambent à Dakar. Ça n'est pas normal. Si tel est le cas, c'est parce qu'il y a un problème d'infrastructure pour transporter les produits de là où c'est produit jusqu'à là où on doit consommer ça. Maintenant, pour parer à tout ça, l'UNACOIS et ses partenaires sont prêts à installer des unités frigorifiques pour les pommes de terre
et des aires de stockage pour l'oignon. L'organisation s'est par ailleurs prononcée sur le discours du chef de l'État. Elle recommande l'assistance aux entreprises en difficulté et la rationalisation des agences. Au sein de l'UNACOIS, nous proposons l'assistance aux entreprises en difficulté pour consolider les emplois qui existent déjà, la rationalisation pour une efficience des multiples agences dédiées, le financement des projets des chefs d'entreprise avec des engagements fermes de recrutement massif, l'encadrement et l'accompagnement effectif à la formalisation, donc l'accompagnement de la formalisation des acteurs de l'économie informelle, et l'élargissement de la convention État-employeur. L'UNACOIS se dit également fortement impacté par les violents et malheureux événements du mois de mars dernier, une situation économique et sociale déplorable qui affecte aussi les consommateurs. Maïmouna, nous avons aussi donné la parole au président de l'ASCOSEN qui exige du ministre du Commerce la publication d'un arrêté fixant les prix des denrées de première nécessité à quelques jours du mois de Ramadan. Cet arrêté permettra la régulation du marché selon Momandao que nous suivons avec Chérif Dia à la caméra. Thierno Laurent Mendy précisait que le président de l'ASCOSEN était l'invité de votre matinale Info Matin. Notre avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des décisions que le ministère doit prendre qu'il n'a toujours pas prises jusqu'à présent. Parce que le ministère doit gérer, réguler le marché, comme lui a demandé le chef de l'État, d'ailleurs en Conseil des ministres. Ce qui se passe, prenons le cas de l'oignon. Aujourd'hui, les producteurs sont en train de brader l'oignon, mais le prix est toujours très élevé au niveau du consommateur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se sucre sur le dos des autres. Et ça doit être réglé par le ministère en charge du commerce. Or, le ministère en charge du commerce ne veut pas, le ministre en charge du commerce ne veut pas prendre d'arrêté pour pouvoir intervenir sur le marché. C'est comme le cas du ciment, c'est comme le cas de la pomme de terre, etc. Il y a de l'huile aujourd'hui. Bon, pour l'huile, c'est un peu différent parce qu'il y a une augmentation à l'entrée. À ce moment-là, l'État doit pouvoir trouver un moyen de pouvoir mettre en place un tampon entre donc, les prix à l'extérieur et en tout cas le prix à l'intérieur. Donc, soit par un mécanisme au niveau fiscal qui permettrait vraiment de pouvoir vraiment réguler les prix face d'abord aux difficultés qui sont les conséquences d'une année de Covid, plus l'approche des fêtes, normalement la Korité, en plus il va y avoir la Tabaski, et on vient de sortir donc de certaines fêtes chrétiennes comme Pâques. Alors c'est le moment vraiment de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir réguler le marché. Et nous restons avec les acteurs du secteur. Élection des chambres de commerce UNACOIS note une illégalité dans la démarche. 7 ans sans élection, ses membres lancent un appel à l'État pour la tenue prochaine d'un scrutin transparent avant décembre 2021. Écoutons les explications d'Aledjan. Il est le secrétaire permanent de l'UNACOIS. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. En 2014, il n'y a pas eu d'élection des chambres de commerce. Et je peux même dire que la situation actuelle frise l'illégalité. Donc, source de prévarication, source de corruption, source de détournement. Et la presse en a fait écho il y a moins de 2 mois, quelque part, dans une des chambres de commerce du Sénégal. Fort probablement, je crois que c'est la capitale. Alors, nous souhaitons et nous demandons à M. le Président de la République qu'on organise dans les meilleurs délais les élections des chambres de commerce. Si on ne le fait pas d'ici décembre 2021, fort probablement ce sera après 2024. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres élections où, en tout cas, l'État a l'habitude de s'investir au moment où nous savons qu'une chambre de commerce, c'est l'Assemblée nationale des hommes d'affaires. Donc nous voulons une légitimité des gens qui auront à siéger. Alors nous changeons de sujet. Sécurisation des bateaux devant exploiter les 3 gisements de gaz découverts au Sénégal. Bientôt 21 caisses mécaniques seront mises à l'eau. Des caissons fabriqués par Eiffage Marine, une plateforme de construction de 12 hectares aussi est prévue pour le port de Dakar. Une visite de chantier effectuée avec nos reporters Fatou Bintou Konté et Amadouba.
Avec la découverte du gaz et du pétrole, le Sénégal, pour sécuriser la plateforme d'exploitation, va construire 21 caissons afin de protéger les bateaux d'exploitation. On va créer un port à 10 km des côtes, à cheval sur la frontière mauritano-sénégalaise, pour permettre de traiter ce gaz. Et pour abriter l'unité de traitement de ce gaz, on doit faire un brise-lame qui va faire à peu près 1 km de long, qui est composé de 21 caissons. Préfabriqué en béton et qui repose sur une assise en enrochement qui sert à faire l'assise pour les caissons, pour protéger les bateaux qui vont produire et traiter le gaz qui sera extrait de la poche de gaz qui est, elle, offshore. 6 caissons sont déjà finis, la mise à l'eau ne saurait tarder et l'installation sur le site se fera entre le mois de juin et le mois d'octobre. Aujourd'hui, sur les 21 caissons, on en a commencé 6. Le moins avancé est au stade du radier, donc la partie basse. Le plus avancé est prêt pour la mise à l'eau dans les prochains jours. Un cycle complet pour fabriquer un caisson qui fait donc 28 mètres de large, 58 mètres de long, 32 mètres de haut, pour un poids total de 16 000 tonnes, c'est 54 jours. La mise à l'eau du premier caisson, c'est dans les semaines à venir, et le déplacement de ce caisson vers le site du hub d'installation, c'est fin mai, parce que la bonne période d'installation, compte tenu des houles, sur le site, c'est entre juin et octobre. Cette plateforme d'une surface de 12 hectares destinée à la fabrication de ces 21 caissons sera rétrocédée au port de Dakar. Là où on est aujourd'hui, c'était de l'eau il n'y a pas longtemps. Donc ces 12 hectares qui ont été réclamés sur la mer, qui ont été donc acquis et qui seront un bien de retour. C'est-à-dire que 12 hectares, ça va appartenir au port. Le quai qui a été dragué à 7,50 m va aussi revenir au port. Le grand projet Tortue Arméim contribue au renforcement de la capacité énergétique du pays tout en offrant aux populations des avantages significatifs. Fatou Bintou Konté, merci beaucoup. Maintenant, place à l'actualité internationale. Au menu, une dizaine de militaires nigérians tués dans l'état de Benue. Journée de tension ce jeudi à Savé, au nord de Cotonou. Bilan 2 morts à 3 jours de la présidentielle. Arrestation de 5 membres de l'opposition et de la société civile au Tchad, accusés de préparer des attaques contre la CENI et des assassinats. Et puis le prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, est décédé ce vendredi à 99 ans après 50 ans de mariage. La mort les sépare. Ici Daniel Diouf. 11 militaires tués par des hommes armés non identifiés dans l'état de Benue au Nigeria. Les soldats des Nigérians se trouvaient en mission de routine lorsqu'ils ont été attaqués. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'armée nigériane dans un communiqué qui ne précise pas quand l'attaque s'est déroulée. Journée particulièrement tendue ce jeudi à Savé, une commune du centre du Bénin située à 250 km au nord de Cotonou. Une manifestation de l'opposition pour protester contre la confiscation supposée de la présidentielle de dimanche par le régime de Patrice Talon. Des militaires sont intervenus pour dégager des barricades sur l'axe de Parakou. Des balles réelles tirées sur des manifestants. 2 morts enregistrés à 3 jours de la présidentielle de dimanche prochain. Depuis le début de la semaine, les manifestations se multiplient à travers le pays pour contester le président sortant, Patrice Talon, candidat à sa propre réélection face à 2 autres candidats. Au Tchad, 5 personnes arrêtées par la police, 4 dirigeants de petits partis politiques et un dirigeant de la société civile. Tous appartiennent à une coalition qui avait appelé à la veille au boycott du scrutin de dimanche, mais aussi à manifester aujourd'hui et demain. Selon le communiqué du ministère de la Sécurité publique du Tchad, les personnes arrêtées jeudi s'apprêtaient à attaquer la CENI, des bureaux de vote. Le pouvoir les accuse également d'envisager d'assassiner. Daniel Diouf, actualité internationale toujours. DMX, la légende du hip-hop n'est plus la star du rap hardcore, est décédé ce vendredi à l'âge de 50 ans. Selon sa famille, il était sous respirateur artificiel ces derniers jours. DMX a marqué et secoué la planète rap des années 1990. Il fera une belle carrière et devient le 2e rappeur de l'histoire après Tupac avec 2 albums. Il a pu décrocher un classement au prestigieux Billboard. DMX, c'est la belle carrière, mais c'est aussi une
une enfance difficile vécue en banlieue avec beaucoup de problèmes judiciaires. Culture, toujours dans la rubrique de ce vendredi, parlons du cousinage à plaisanterie, une pratique sociale très répandue au Sénégal. Elle autorise, voire même oblige des familles, des ethnies ou bien des habitants d'une région, d'un territoire, d'une province à se taquiner et parfois même à user de propos plus ou moins déplacés, sans conséquences, sans incident majeur. Qu'est-ce qui fonde cette pratique? Pourquoi est-elle si importante pour notre société? Réponse avec Ibou Diouf et Amadouba. Malgré la multi-ethnicité qui le caractérise, le Sénégal est l'un des pays où règne au sein de la population une symbiose, une harmonie et un respect mutuel. Le cousinage à plaisanterie y est pour quelque chose. Quand on parle de cohésion sociale, on regarde les leviers sur lesquels la stabilité sociale peut continuer malgré les conflits. Et nous savons bien qu'en Afrique de l'Ouest, il y avait des royaumes et que ces royaumes se faisaient la guerre. Mais pourquoi, au-delà de ces guerres, on ne pouvait pas toucher à la valeur sociale? Parce que nos familles se sont mariées, nos communautés se sont mariées, de sorte que le cousinage était présent dans chaque groupe. Un autre atout, pour ne pas dire secret, et la parenté à plaisanterie, véritable ciment social qui unit plusieurs ethnies. On nous a souvent raconté des histoires où les deux protagonistes découvrent à un moment qu'ils sont cousins à plaisanterie et l'histoire s'est arrêtée là. Et ils se retrouvent. Donc c'est vraiment un atout qui est là. De plus en plus, on se rend compte de la puissance et de l'utilité de ce dispositif-là. Je pense que le président Senghor, en mettant en place la compagnie de théâtre national Daniel Sorano, a bien eu cette préoccupation de préservation de la diversité culturelle. L'interrogation est pertinente. Comment conserver ce riche patrimoine de notre société? En parler, c'est déjà entamer le processus de transmission. Donc de transmission d'une génération à une autre. Mais pour que cela se transmette, il faut que dans le quartier, les gens se connaissent. Si on ne connaît pas son voisin, on ne connaît pas son nom de famille, on ne peut pas établir ce pont avec lui. C'est pourquoi dans nos communautés, quand on salue une personne, on ne lui demande pas son prénom mais son nom de famille. Mais encore mieux, il a été suggéré même que l'on pense à mettre en place une journée du cousinage à plaisanterie. Il s'agit d'entretenir cette flamme qui fait rayonner le Sénégal et qui a toujours su contenir ses frissons et ses crises. C'est tout l'intérêt du cousinage à plaisanterie. Merci beaucoup Ibou, merci beaucoup Amadou, merci au duo Diouf-Ba. C'était tout pour ce soir. J'en profite pour dire bon appétit aux Gayen et Mbodjen qui sont autour sûrement d'un succulent couscous. Bonsoir Binta. Bonsoir et